Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, vêtements décriés hier, la réforme du système partisan tel accouché sous le régime Talon peine toujours à séduire ses détracteurs. Et demain ne semble visiblement pas être la veille pour espérer inverser la tendance. Vent debout contre bien des points inscrits au compteur de la dite réforme, les positions au lendemain du scrutin du 28 avril se sont durcies et semblent l'être davantage ces jours-ci face à la vague de démissions et de remous observés ça et là, même au niveau des formations politiques ou personnalités juridiques en adéquation avec les stationnements en vigueur. Le nomadisme, ou si vous voulez, la transhumance politique, semble avoir à nouveau droit de citer ceux de plus belle, sans pudeur aucune, en violation flagrante des courants d'idées supposés propres à chaque formation. Une faille qui, pour nombre d'analystes, ne tient pas du tout du détail, mais plutôt de l'expression patente de l'échec d'une réforme pourtant souhaitée par le grand nombre. 5 mois après les législatives du 28 avril au Bénin, la réforme du système partisan, déjà en sursis, regard croisé tout de suite d'un politiste et d'un acteur de la société civile, déjà sur ce plateau. À ma gauche, Fidèle Aïdan, politiste, il est enseignant-chercheur à la FADEPS, à l'université d'Abomey-Calavi. Fidèle Aïdan, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Mais c'est moi. En face de lui, un homme qui n'est plus à présenter, Dieudonné Lokosso, panafricaniste, il est secrétaire général, précédemment, bien entendu, de la CSA Bénin. Dieudonné Lokosso, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Oh, c'est tout le plaisir est pour moi d'être là. 5 mois après les législatives du 28 avril dernier, mesdames, messieurs, la très controversée réforme du système partisan continue, hélas, de déchaîner les passions. Si pour certains, elle aura été une aubaine pour le scrutin du 28 avril dernier, pour d'autres, ce fut un cauchemar. Je me retourne vers Fidèle Aïna. Quel aura été pour vous le gain de cette réforme pour le scrutin du 28 avril dernier, si on doit parler en ces termes? Bon, je ne vais pas me cantonner au scrutin du 28 avril dernier. En termes de gain, cette réforme est un début intéressant parce que le statu quo ne pouvait pas demeurer longtemps et qu'il vaut mieux démarrer, il vaut toujours mieux démarrer un jour pour espérer mieux faire demain. Ah oui, il vaut mieux toujours démarrer, les Béninois ont osé. Alors, Dieudonné Lokosso, vous qui êtes resté vent debout contre cette floraison de formation politique depuis des lustres et demandé à ce que des ajustements commencent par voir le jour et qui avez souhaité que parlant de réforme, qu'on y aille avec la manière. Aujourd'hui, si on doit parler de gain, que dites-vous? Non, moi je crois que jusque-là, jusqu'à la réforme des partisans là, et chaque parti était pris dans son entité comme un commerce. Donc les gens faisaient du business avec leur parti. Et on a parlé de 250 partis, il fallait repositionner les gens. Donc, pour moi, ça n'existait, ça ne devrait même pas être une préoccupation majeure. Parce que on a dit que c'est les partis politiques qui animent la vie politique. Mais depuis que nous sommes là, malgré les réformes là, les gens sont en hivernage ou en sommeil, et lorsqu'il n'y a pas un événement qui s'annonce, lorsqu'il n'y a pas une élection qui s'annonce. J'ai dit ici, sur ce plateau, qu'il y a des partis qui sont morts, qui sont au cimetière ou à la morgue, qu'on est allé réveiller pour faire les deux composantes aujourd'hui. Donc pour moi, le gain, c'est les transhumants, ceux qui sont partis là et qui ont eu 5% de voix aux dernières élections, c'est eux qui ont les bénéfices du gain. Mais le peuple n'en trouve absolument rien. Le peuple n'en trouve absolument rien. Vous pensez. Alors, Fidèle Aïdan, il est certain que la pierre a été jetée. Et le peuple a voulu voir
comme une renaissance de cette classe politique. Et de petits pas ont commencé par être posés. La première difficulté rencontrée est celle que tous connaissent. Et petitement, chacun essaie de faire ce qu'il faut pour se rattraper. Alors que le vent de régulation ou de régularisation souffle, on commence par se mettre au pas. Le Bénin se retrouve encore attrapé par la question de la transhumance. Comment l'universitaire observe-t-il le phénomène? Vous savez, pour moi, ce n'est pas surprenant tant que ça. Parce qu'il faut considérer dans quel système politique partisan nous sommes. Et pour cela, il faut prendre en compte un peu la genèse. Vous savez, les concepts d'État, de démocratie, du capitalisme, nous les avons hérités tous du monde occidental. Et que si nous en sommes venus à la démocratie, la démocratisation au Bénin, c'est depuis seulement 1990, à la suite de l'effondrement de l'ex-URSS. Et donc le triomphe du capitalisme. Je vais prendre un peu de temps pour donner ce détail parce que c'est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, mais pas seulement au Bénin, dans toutes les, en tout cas dans tous les pays africains. Vous voyez, les Africains, ou je veux dire l'Afrique noire en général, n'a jamais su apprivoiser le capitalisme. Ce n'est pas une réalité africaine. La démocratie, ça va avec le capitalisme, vous voyez. Et donc, il a fallu, donc, de toutes pièces, mettre en place capitalisme, structurer le capitalisme, structurer la démocratie. Et pour le faire, il faut des acteurs, il faut des entrepreneurs. Faisons un peu la genèse de la démocratie représentative dans le monde occidental. Cette démocratie représentative a connu une évolution. Elle est partie d'une vénalisation. Voyez-vous, la pâtisation était caractérisée d'abord par la vénalisation de la vie politique. Qu'est-ce que j'entends par là? La vénalisation, c'est pour dire que la fidélisation de l'électorat ne reposait sur d'autres choses que sur le lien prébandaliste, la quête des prébandes, voilà, et non pas sur un socle idéologique. Donc peu importe les convictions politiques, peu importe les convictions idéologiques, le plus important, c'est ce que l'acteur politique en ce temps pouvait donner. Et en ce temps, l'acteur politique, c'était qui? C'était incarné essentiellement par la bourgeoisie. Et je reviens sur le continent africain. L'Afrique n'a pas connu de tous les temps la bourgeoisie. La division de la société de classe, l'Afrique ne l'a pas connue. Mais pour animer la démocratie et pour faire fonctionner le capitalisme, il faut des bourgeois. Alors, lorsqu'on en vient à l'Afrique et qu'on en vient plus précisément au Bénin, les premiers entrepreneurs politiques que nous avons et qui ont mis en place les partis politiques, les pères fondateurs des partis politiques, n'ont eu d'autre choix que de fonctionner, de se déterminer comme des entrepreneurs politiques, comme des bourgeois. Donc les bourgeois à l'africaine, en quelque sorte, à la béninoise, voyez-vous, plus précisément. Et donc, c'est cette mentalité-là qui continue de caractériser le fonctionnement de la vie politique partisane. Il faut savoir que dans le monde occidental, il y a une évolution. La partisation, c'est ce que j'entends par là, l'autonomisation du champ politique, de la vie politique, est arrivée avec les vrais partis politiques. Vrais partis politiques, le parti communisme, qui a donné lieu au parti socialiste. Ce sont eux maintenant qui sont arrivés, qui ont transfiguré les choses, qui ont changé la réalité de ce fonctionnement de la vie politique pour faire en sorte qu'il y ait moins de vénalisation, pour faire en sorte que le lien, le regain politique que va tirer l'ordre social, le corps social, soit beaucoup plus, en tout cas beaucoup moins les prébandes et beaucoup plus une promotion sociale dans l'ordre de l'abstraction. Voyez-vous, ce n'est plus ce que vous gagnez en termes matériels, mais en termes de sécurité sociale, voyez-vous. Et c'est là où on a posé les socles de l'idéologie. Et lorsque l'idéologie est là pour caractériser la maison mère que représente le parti politique, les personnes disparaissent. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Et donc, le loyalisme vis-à-vis d'une personne cesse. J'en viens au cas précis où
suite à cette réforme partisane, nous avons abouti au pays. On parle aujourd'hui de deux partis, on est parti de 250 à deux partis, mais en vérité, nous sommes à deux grandes formations oligopolistiques, qui est disparate. Il y a tellement de tendances à l'intérieur et tout le monde, individus comme groupuscule d'individus, fonctionne non pas après le fil Ariane idéologique d'un parti politique, mais d'après le loyalisme vis-à-vis d'une personne. Il n'est pas, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'il faut parler des partis politiques, on dira le parti de telle personnalité, de telle notabilité politique, le parti de tel, les deux blocs oligopolistiques que nous avons aujourd'hui. Et évidemment, on dit que ce sont deux blocs qui sont à la solde du chef de l'État. Qui lui sont, en vérité, c'est lui qui les maîtrise totalement. Ce qui est dangereux. C'est ça qui traduit l'échec de la partisation au Bénin. Voilà. C'est de la partisation. L'université est allée très loin pour revenir à cette conclusion. Vous avez suivi les formations politiques dans leur évolution graduellement. Vous les avez côtoyées. Votre posture est obligée. Vous avez rêvé aussi gros. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le Bénin a essayé de faire un grand saut pour ne pas du tout faire du saut? Non. Moi, je crois que c'est un recul. Ce n'est pas, pour moi, une avancée significative. Alors, je reviens un peu sur le concept de démocratie avec le capitalisme. Pas forcément. La démocratie, ce n'est pas un apanage exclusif du capitalisme. Quand je prends la France, on a vu des socialistes qui sont venus au pouvoir, mais ils n'ont pas instauré une dictature. La démocratie a fonctionné. Et il y a beaucoup d'autres pays où il y a les alternants, même si on prend les États-Unis, mais il y a les capitalistes d'un côté, les républicains et les démocrates qui se réclament de la social-démocratie. Donc, si nous cantonnons sur le principe de capitalisme égale démocratie, là, on se trompe. Maintenant, pour en venir à ce qui nous concerne, moi j'ai dit que les deux blocs qui supportent le chef de l'État ou qui émanent de lui, mais ça, c'est un mélange de tout genre. Vous avez effleuré quelque peu le problème, mais on ne peut pas prendre des gens qui n'ont pas de conviction idéologique, parce que le parti doit s'asseoir sur pas une pseudo-idéologie, mais on doit voir les pratiques. Et quand vous prenez les deux grands blocs, c'est toujours les gens de 1990, de cette génération-là, qui pilotent. Mais il faut rajeunir la classe politique. Alors, lorsque on me dit UP, c'est de la gauche, mais si vous prenez un à un les partis qui sont incrustés dans ce bloc, mais vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont aucune pratique de la social-démocratie. Donc ça, c'est une utopie. Mais lorsque vous prenez, si le truc était bien structuré, les gens doivent respecter les principes. Mais lorsque quelqu'un quitte ce bloc de UP et migre vers le BR, alors que ce sont des partis siamois, c'est même père, même mère, mais ça pose un problème. Moi, ça me pose un problème de conscience, un problème non seulement un problème de conscience, mais un problème d'éthique et de morale. Parce que, moi, je ne sais pas si les deux partis sont rivés en direction de la même personne, je ne vois pas ce qu'il y a, les contradictions qui vont tellement se développer, on va claquer la porte pour dire qu'on va ici. Normalement, il doit y avoir des gammes de sanctions. Lorsqu'il y a ces gens d'indiscipline, on doit pouvoir écarter le monsieur. On ne fait pas de la démocratie, on fait de la transaction. Les partis qui font du business, c'est ça. Lorsque un intérêt est mis en jeu, est bien remis en cause,
Bon, on trouve des artifices, on trouve toujours quelque chose à coller aux responsables des partis et puis on quitte. Mais avec ça, nous avons dit que c'est pour stabiliser en créant 2 blocs. Mais désormais, ça a commencé par s'effriter. Non seulement autour des 2 blocs, gravitent encore d'autres partis qui disent qu'ils soutiennent le chef de l'État. Et il y a déjà... C'est l'idéologie ici, mais c'est la transhumance. C'est la transhumance. Idéologie, oui, en tout cas, la transhumance. Ce n'est pas l'option. Et c'est le sport favori des partis politiques au Bénin. Oui, sport favori des partis politiques au Bénin. Le législateur, à un moment donné, et au-delà, toute la société a souhaité voir cette période comme une période révolue. Mais avec ces ratés qu'on observe, qu'on souligne, est-ce qu'on peut dire qu'on a, comme on dit, manqué de réussir le coach, ou ça reste simplement des aléas qu'on peut rapidement rattraper? Je vous remercie. Je vais quand même rebondir sur ce que disait monsieur. Ma question, oui, allez-y. Sur le fait de faire un couplage entre démocratie et capitalisme. Et je reste à maintenir mon assertion en disant que la démocratie, c'est le seul régime qui a favorisé le capitalisme, puisque c'est ça l'histoire du monde, l'histoire politique du monde en général, et que c'est avec l'effondrement de l'URSS que il y a eu un triomphe de la démocratie sur le reste du monde communiste, social-communiste, et donc triomphe de la démocratie et du capitalisme. Parce que j'entends ici le capitalisme sous sa forme de libéralisme économique. Et le libéralisme économique va appeler aussi le libéralisme politique. Bon, ça c'est entre parenthèses. Parlons, si il faut parler aujourd'hui des ratés de la réforme du système partisan, est-ce que c'est des aléas qu'il faut corriger tout de suite? Je vais rester un peu, analytique, en empruntant un peu à une sociologie compréhensive pour essayer d'expliquer, de restituer le sens de ce que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, la réforme qui a eu lieu du système partisan, ça, en vérité, c'est une réforme qui traduit ce que Max Weber a distingué en parlant du légal rationnel. Quand il a parlé de 3 types de domination, la domination traditionnelle, la domination charismatique et la domination ou légitimité légale rationnelle. La réforme impulsée du système partisan a permis aujourd'hui de parler d'une institutionnalisation pour mieux correspondre au légal rationnel. Mais lorsqu'on parle du légal... Institutionnalisation. Oui, parce que le légal rationnel, c'est juste mettre le curseur de la croyance sur la règle de droit. Donc, il y a des tests qui fondent la formation, la création, la formation, le fonctionnement des partis politiques. Ça, c'est fait. Mais en vérité, c'est insuffisant. Parce qu'il faut prendre en compte les 2 autres types de légitimité ou domination, traditionnelle ou charismatique, pour comprendre le fonctionnement des partis politiques aujourd'hui dans notre pays, le Bénin. Et en cela, je veux dire que lorsqu'on regarde avant la réforme le fonctionnement des partis politiques, c'est des partis politiques qui ont toujours fonctionné soit dans l'autorité traditionnelle, soit dans l'autorité charismatique. Je m'explique pour dire que les partis politiques vont fonctionner comme une autorité traditionnelle lorsque le père fondateur du parti politique, j'en donne pour l'exemple aujourd'hui, vous voyez Adrien Gouedji sur le PRD, la RB, il faut voir que nous avons à la tête de ces partis politiques des leaders traditionnels pour certains ou charismatiques pour d'autres, mais qui restent là. Traditionnels, la traditionnalité va avec l'hérédité, et c'est en cela qu'après le père, nous allons voir le fils. Donc vous pouvez faire vous aussi la description sociologique de ces formations politiques. Et soit c'est charismatique, donc c'est un leader politique qui est là, c'est en vertu de ses charismes, tout le monde court après lui, et c'est ainsi que le parti politique fonctionne. La réforme du système partisan est venue corriger cela en impulsant un peu du légal rationnel. Mais ça ne suffit pas. Vous allez voir que l'idéologie qui fait défaut au fonctionnement des partis politiques
à l'autonomisation du champ politique finit par gangréner, n'est-ce pas, le bon fonctionnement et donc la réussite du système, de la réforme du système partisan. De telle sorte que les mêmes personnes, même soit on considère les anciens partis comme le PRD, la RB, donc c'est toujours une domination ou traditionnelle ou charismatique, les leaders politiques, fondateurs du parti qui demeurent et qui n'ont pas envie de quitter la scène au profit d'une nouvelle génération. Et soit aujourd'hui, après la réforme, nous avons deux grandes formations oligopolistiques, mais c'est à la solde d'une personne. Et si jamais cette personne s'en va, vous allez voir, c'est la débandade. Même lorsqu'elle ne part pas, c'est cela qu'aujourd'hui, on s'inquiète ou on s'insurge en disant, mais il y a encore la transhumance, comment se fait-il que c'est possible? C'est naturel. C'est naturel parce que chacun ici, dans ce cercle politique, ne vient monnayer sa fidélité qu'au profit, en tout cas, que sur une seule personne, le leader charismatique ou traditionnel, le père fondateur, en quelque sorte, de ces partis-là. Vous savez, l'importance de l'idéologie pour justifier, pour déterminer le fonctionnement d'un parti politique, je vais le démontrer avec l'exemple du Parti socialiste français. Vous savez très bien qu'en 2012, avant l'arrivée de François Hollande, c'était pas François Hollande qui était le challenger de Nicolas Sarkozy, c'était Dominique Strauss-Kahn. Il avait une longueur d'avance sur tous les candidats potentiels. Au premier tour, il battait au chaos, n'est-ce pas? Mais il a été décrédibilisé par des événements, des infortunes politiques peut-être, ou en tout cas sociales. Il a été décrédibilisé à quelques encablures de l'organisation des élections présidentielles en France. Mais pour autant, le parti politique a subsisté. Il a survécu à cela, puisque c'est l'individu qui a été touché, non le parti. Et François Hollande, qui n'était pas en position de pouvoir gagner des élections, a repris la relève et l'a emporté. Voyez-vous? Donc, ce qui a fragilisé l'individu n'a pas pu fragiliser le parti. Pourquoi? Parce que les convictions n'étaient pas portées sur le loyalisme vis-à-vis de telle ou telle personne. L'électorat n'est pas tenu en laisse par le loyalisme vis-à-vis d'une personne, mais par l'idéologie. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui ce défi est relevé? Non, justement. Parce que c'est ce que nous avons toujours souligné un peu partout en disant que si la réforme du système partisan ne fait pas en sorte qu'il y ait une démarcation de chaque formation politique par une ligne idéologique, ça ne marchera pas. Le lien primandaliste va rester. Et c'est ce que j'ai développé tout à l'heure pour dire que notre partisation de la vie politique va rester toujours sur la vénalisation. La vénalisation pour dire que les entrepreneurs politiques s'en foutent complètement de ce que l'électorat fera. On sait qu'on tient l'électorat par la vénalité. Donc, il faut une captation du capital financier, et qu'avec cela, il suffit de gagner des élections. Une captation, gagner les élections, vénalité, oui, des mots que les politiques eux-mêmes ont peint et décriés. La morale, dit-on, au sein de la classe politique, certains disaient qu'elle est inexistante, d'autres qu'elle est faible. Et cette réforme devrait aider à assainir de ce point de vue. Manifestement, on cherche encore ces marques. Ou on fait semblant de chercher ces marques. Je vais demander à la tête de la société civile. Non, moi je crois que si la morale déserte le forum, si la morale déserte la démocratie, mais on est foutu. Parce que moi, ma conception de la politique, ce n'est pas que forcément les acteurs politiques doivent être des bourgeois. Nous ne sommes pas un pays de bourgeoisie. Quand vous prenez les 11 millions, combien ont... Parce que la conception que les gens se font aujourd'hui de la chose politique, c'est qu'il faut avoir l'argent. Et ça commence par même la présidentielle. Il faut aller à 250 millions. Ça veut dire que quelqu'un comme le professeur, qui a de belles idées, qui peut impulser le développement, mais il ne pourra jamais avoir 250 millions.
s'il a 250 millions aujourd'hui, c'est la criette. Il ira à la criette, rapidement. Donc, mais partons de notre indépendance. Les pères de l'indépendance n'étaient pas des bourgeois, forcément. Ils appartenaient à une certaine classe intellectuelle. Hubert Maga, qui a été le premier président, je ne sais pas s'il a l'argent. Donc, les gens sont en train de travestir la démocratie. Alors, la démocratie, pour moi, c'est la contradiction. Aujourd'hui, quand vous prenez le Parlement, est-ce qu'il y a des contradicteurs? Si les gens clament, Yobi et Torbi, que nous soutenons le développement, tout le monde, le développement. Mais moi, je dis que on est loin de la démocratie. Donc, et c'est pour cela que le problème d'idéologie, de concept de l'idéologie, ça doit s'imposer. Parce que ce qu'on a fait là, c'est une réforme pour moi, une réforme de passade. Une réforme encore où il y a une grande classe politique exclue. Il y a de l'exclusion. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui étaient hier avec l'autre. Donc, il n'y a pas de conviction, c'est les intérêts. C'est pour cela que, à la première question, à qui profite la réforme, le gain de la réforme, j'ai dit que c'est ceux qui sont là, c'est ceux qui sont au pouvoir. C'est eux seuls que vous voyez sur les masses médias, c'est eux qui parlent, qui font l'apologie d'un système. Mais ce n'est pas en flattant, ce n'est pas en s'abstenant de dire la vérité à celui qui nous gouverne qu'on l'aime. On doit les critiques les plus objectives, pas des critiques pour détruire. Les détracteurs, moi, je ne suis pas là. Mais celui qui est dans l'opposition, il a une idée. Mais quand vous avez parlé de DSK, mais les gens, il était à un doigt d'être élu. Et il a été emporté par un scandale. Parce que là aussi, il y a la morale, il y a l'éthique. Et l'autre, il n'a fait qu'un seul mandat. Il était parti pour 2, mais il avait beaucoup trop d'ambition pour le pays. Mais l'ampleur de la tâche l'a englouti. Il y a eu des déviances. Donc, nous ne pouvons pas encourager une démocratie faite rien que de bourgeois. Mais si c'est ça, mais on est mort, je dis. La démocratie doit être une démocratie populaire. Tout le monde doit avoir accès. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas accéder aux hautes fonctions. Et est-ce que le problème est réglé? En 2021, moi, je ne sais à quel courant appartient le président. Et il est de UP, il est de BR. Est-ce que ça va être un match amical comme il y en a eu dans le temps? Bon, alors, le Bénin travaille qui va être issu, on va désigner, puisque c'est les gens, les messieurs de la politique même qui disent depuis aucun parti n'est sorti pour élire un président. Bon, maintenant ils sont ensemble. Est-ce que les prochains candidats là vont sortir de quel bloc? Est-ce que c'est les 2 blocs? En tout cas, Dieudonné Lokossou, l'heure est à la réflexion. Parce que du travail a été fait, il faut savoir marquer un arrêt pour apprécier les marches et pas qui ont été posées, à faire les ajustements qu'il faut pour que demain soit meilleur à aujourd'hui et que les errements d'aujourd'hui ne se répètent pas. On se rappelle, le 15 juin 2015, Maître Adrien Ombedi, c'était là à l'investiture. Alors, président de l'Assemblée nationale, 7e législature, celle-là qui portera fièrement, à bout de bras, argument, à l'appui, cette réforme. Alors qu'il prêtait serment, Maître Adrien Ombedi, je vous rappelle un peu, juste quelques propos forts qu'il a eu à tenir en ce moment-là, il faudra aller à la réforme du système partisan, disait-il. Insister, je cite, sur l'impérieuse nécessité d'une réforme, chers invités, approfondie du système partisan béninois afin de réduire le nombre de partis politiques, d'instaurer plus de démocratie en leur sein,
de les amener à se bâtir autour de projets de société viables. Fin de citation, je m'en arrête là. Si Maître Adrien Oumbédié, de peut-être sa retraite, il ne l'a pas dit officiellement, en tout cas de sa posture aujourd'hui, regarde un peu l'évolution, pensez-vous qu'il doit se dire qu'on a raté quelque chose ou qu'on y est déjà, au regard de cette citation qui lui tenait beaucoup à cœur? Je pense que Maître Adrien Oumbédié, c'est un classique de la vie politique béninoise et que, quand bien même il avait cette accession, il était fort conscient que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pouvait voir aboutir une telle réforme. Il en était conscient. Quand il parle de projet de société, vous savez, tous les partis politiques aujourd'hui parlent de projet de société. Mais on ne saurait parler de projet de société si, entre-temps, on n'a pas su construire, consolider une idéologie. Sur quoi va-t-on adosser ce projet de société? Donc, tous les candidats qui vont à l'élection présidentielle sont porteurs de projets de société, mais dans l'implémentation, qu'est-ce qui se passe? Parce que justement, ce projet de société n'est calqué sur aucune base idéologique, aucune conviction idéologique. Donc, nécessité de revenir forcément à l'idéologie. Nécessité. C'est l'évolution, parce que, vous savez, en termes de développement, non seulement démocratique, mais de développement économique, développement politique, il faut évidemment faire ce virage-là, de mettre en place une réforme de l'idéologisation des partis politiques. Dieudonné Lokosso, si Maître Adrien Oumbédié doit se mirer dans cette citation forte qui est revenue un certain nombre de fois, que pensez-vous qu'il devra faire de sa posture? Je crois que lui-même, il est à la périphérie aujourd'hui. Périphérie. Il est à la périphérie aujourd'hui. Est-ce qu'il est encore complètement dans le système pour apprécier? Parce que inspirer la réforme, mais c'est bon. Mais moi, j'ai dit, est-ce qu'on avait besoin de regrouper des gens de façon hétéroclite? Des gens sans conviction. Un individu qui se lève et il ramasse des machins, et puis bon, c'est un parti. C'est comme quelqu'un. Vous vous souvenez, quelqu'un allait à une élection ici et il n'a trouvé que sa seule voix. Et il a dit, mais pourtant, j'ai des gens dans ma maison, j'ai des gens, des footballeurs, machin. Il n'a rien trouvé. Donc moi, je crois que projet de société, c'est les gens, c'est un sport, quoi. C'est devenu, qu'est-ce qu'il faut? Projet de société, le contenu, il faut voir. Ça doit s'asseoir sur quelque chose. Est-ce que c'est une politique de la gauche? Est-ce que c'est une politique néo-bourgeoise ou une politique de centre? Bon, qu'est-ce qu'on promet aux citoyens? Mais tout le monde parle de développement. Le développement doit avoir un contenu concret. On ne doit pas improviser. Et si, normalement, les gens font un projet de société, périodiquement, on doit pouvoir dire, voilà mon projet de société, voilà ce que je vous ai dit, promis, mais voilà ce que j'ai fait. Il ne s'agit pas une évaluation. Une évaluation par moment. Mais lorsque il n'y a pas de contestation, et lorsque quelqu'un ose parler un autre langage, il est mal vu. Mais vous avez vu votre ancien confrère, qui est allé à une réception d'un de ses amis, mais j'ai vu tout le tollé que cela a produit. Mais est-ce que la politique doit nous amener à avoir une culture de haine? Ça aussi, c'est un problème. Elle est au Bénin aujourd'hui, mais quand le professeur Aïvo t'appelle pour ses conférences, quand tu y vas, mais on ne lit en toi qu'un opposant. Mais moi, je suis abonné. Monsieur Aïvo, vous me trompez? Non, mais Joël. C'est une université, elle n'est pas politique, non? Oui, elle n'est pas politique. Mais l'association qu'il a créée parle de politique, parle de la démocratie. Il a sa conception de la chose. C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert. Vous dites qu'on vous traite de politique. Oui, mais vous n'inventez pas, j'espère. Non, moi, j'ai dit, quand certains vont là-bas, moi j'étais encore là avant-hier, j'ai écouté des débats. Et c'est un de vos confrères qui a sorti d'ailleurs le mot pour dire que si vous venez ici, quand les gens vous voient,
Bon, il essaie de faire l'effort pour inviter tout le monde. Mais ça dépend des débats, les interventions. C'est à travers vos interventions qu'on dit, ah, celui-là, bon, mais tout le monde ne peut pas applaudir un système. Si on fait ça, c'est une aberration. On a fait ça pendant la Révolution. Mais encore que les révolutionnaires, eux, ils étaient assis sur une idéologie, si c'est même mal appliqué. Donc, moi, je pense que le maître Adrien, aujourd'hui, il a un pas dans le système et un pas. Là, si vous l'interrogez aujourd'hui, il ne peut pas vous dire peut-être tout ce qu'il vit. Il a été l'un des inspirateurs, bien, il a piqué l'idée de quelqu'un et il a voulu en faire ça une promotion, mais ça s'est retourné contre lui-même. Ah bon? Ah oui. Ouais. En tout cas, la réforme du système partisan est d'impérieuse nécessité, mais que faire pour que tout le monde s'y retrouve? La société en premier lieu. Fidèle, Aïda, donc pense que si l'état des lieux actuel, ça ne fait que 5 mois, mais on peut beaucoup apprendre et éviter que demain ne soit également ce qu'on vit aujourd'hui. En urgence, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait déjà faire? Vous savez, je ne suis pas là pour des préconisations de solutions. Ce n'est pas ma fonction parce que je suis universitaire et je suis politiste. Je suis là pour faire des analyses descriptives de la situation. Je vais dire, pour répondre quand même à votre question, que le parti politique, si on doit lui donner une définition, un parti politique, c'est une instance spécialisée de médiation entre l'ordre social et l'ordre politique. Voyez-vous, c'est quand même une grande responsabilité. Parmi, au rang de ces fonctions, c'est la structuration de l'opinion. Il n'y a pas que ça, mais c'est déjà une première fonction qui appelle, donc, pour pouvoir structurer l'opinion publique, d'avoir une ligne idéologique. C'est avec une idéologie que tel citoyen de la société peut se reconnaître affilié avec tel ou tel parti ou à tel ou tel parti. Il faut cette reconnaissance idéale, idéologique pour l'affiliation. Je pense que ce qu'on peut apporter comme correctif, ça doit aller dans ce sens-là, d'apporter un peu une base idéologique au fonctionnement des partis politiques, à la reconnaissance du parti politique. Pas seulement un travail à faire au niveau des partis politiques, de ceux-là qui se considèrent aujourd'hui, de par la loi, comme partis politiques, mais évidemment, vis-à-vis aussi, un travail à faire aussi vis-à-vis du peuple. Le peuple ici, pour mieux schématiser, l'électorat doit pouvoir rester dans le champ politique, dans le cercle politique, parce qu'aujourd'hui, les partis politiques fonctionnent toujours en amont, sont tenus compte de l'électorat, parce qu'on sait qu'on peut le doper rien que par, comme on le dit chez nous, des espèces, voilà, sonnantes et trébuchantes, on peut le doper, mais non, il faut l'insérer dans le cercle, dans le champ politique, dans la vie politique. Et donc, pour pouvoir l'insérer, il faut savoir sur quelle base on veut fidéliser cet électorat. Si vous êtes porteur de telle ou telle idéologie, socialiste, etc., ou libéral, démocrate, etc., ben voilà. Donc, vous allez pouvoir identifier vos soutiens, vos adhérents à travers cela. Et quoi qu'il en soit, ce n'est plus la personne que l'on suit. Il n'y a pas une réunion politique ici parce qu'il y a Maître Adrien Obéji qui est là, et bon, tout le monde court. Il y a Iboni qui est là, tout le monde court. Il y a Patrice Talon qui est là, tout le monde court. Mais justement parce qu'il y a des valeurs idéologiques, des idéaux typiques que l'électorat porte et veut voir valoriser à travers des projets de société, donc à travers un programme de gouvernement. Voilà le politique qui fait quand même des propositions. Merci. Mais quand on emprunte un peu sa piste du Daniel Lokossou, je vais vous demander, alors on renvoie en mission la 8e législature pour apporter des mesures correctives? Mais moi, je dis et je continue de dire que cette 8e législature n'émane pas en réalité du peuple. Vous recevez des gens ici, je suis les émissions. J'ai entendu la dernière fois le professeur Gbagbo. Bon, alors donc, et jusque-là, ils vont faire quoi? Puisqu'on a dit réforme partisane, non? Réforme du système partisan. Et ils sont déjà dans le système. Mais ils n'ont qu'à faire leur expérience. Et on verra. Il faut qu'ils se crédibilisent
parce qu'aujourd'hui, personne ne leur fait confiance. Donc pour moi, et c'est une expérience. Elle est peut-être... le temps ne permet pas d'évaluer. Mais déjà, il y a des clashs. Soit c'est des gens que l'on radie, soit c'est les radiés même qui s'organisent pour allonger la liste, pour dire qu'ils ont démissionné. On est dans quoi dans tout ça? Donc, comme il a dit, il ne faut pas seulement que ce soit un instrument de vénalité. Et c'est quand les élections s'approchent qu'il y a grouille. Même avec 2 partis, la dernière fois, le 28 avril, vous voyez que les gens n'ont pas dépensé. Et je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas dépensé. Moi, je viens d'un village. Donc, je pense qu'il faut que les gens soient convaincus. Et quand on est dans un parti, on se bat pour le parti, mais on n'attend pas des subsides. Parce que ce qu'on leur donne là, mais c'est pour étancher la soif, et puis après, les gens continuent. Et c'est pour cela que l'embourgeoisement des partis, les responsables des partis, ça a commencé à partir de quand? On ne peut pas me dire que Kérékou, c'est un bourgeois. Quand ils ont fait leur coup d'État, il est devenu président du gouvernement militaire révolutionnaire. Il a fait 17 ans, c'est le peuple qui l'a dégagé. Et il est revenu. Il a quoi? Donc, ceux qui pensent que c'est avec l'argent qu'on peut dompter le peuple, mais ils se trompent. Parce que l'argent seul ne peut pas régler le problème. Les problèmes actuels des gens, de la société. Il faut être concret. Il faut être concret, oui, fidèle à Yéna, dans ce concret qui appelle forcément à une idée plus holistique. Et donc, qui tient compte certainement des différentes composantes de la société. Et l'Assemblée est aussi l'émanation de la société. La 8e législature peut-elle jouer un rôle en dépit de tout ce qui se dit à son encontre? Je pense qu'il ne faut pas remettre toute la responsabilité sur le Parlement actuel. Ah bon? La responsabilité, c'est sur toutes les composantes actives de la vie politique béninoise. Pour trouver une solution là? Pour trouver une solution, puisque au fond, ce qu'il y a à changer aujourd'hui, ce n'est pas les tests, en vérité, c'est la pratique de la vie politique. C'est la pratique, puisque tout ce que nous avons épinglé pendant ce débat, c'est de l'ordre des mentalités politiques, des comportements politiques. Donc, c'est de la pratique. Il faut notablement que la pratique politique change et que cette pratique politique ne soit plus de l'ordre de la du pré-bandalisme. Et quand vous le dites, vous dites qu'on ne peut pas en faire la responsabilité des seuls députés, donc de la 8e législature. Vous semblez là, à moins de vous faire plus précis, dire qu'il faut que tout le monde se mette ensemble. Ça pourrait renvoyer à l'idée d'un dialogue national, alors qu'on connaît le contexte dans lequel on est. Évidemment, oui. Et ça, c'est une, impériosité. Pourquoi? Je dis impériosité, pourquoi? Parce que... Le dialogue. Parce qu'on ne peut pas aboutir ou faire aboutir cette réforme du système partisan sans concilier avec toutes les autres forces actives de la société béninoise. Les universitaires, les sachants doivent être associés, puisque lorsqu'on parle d'idéologie, il faut quand même les acteurs dans ce domaine-là pour venir préciser les types d'idéologies qu'il faut mettre en œuvre. Il faut donc les acteurs de la vie politique de tous bords. C'est tout le monde qui doit pouvoir se mettre ensemble pour savoir quel type de société nous mettons en place, quel système partisan nous voulons mettre en pratique. Donc, on ne peut pas exclure. Ce n'est pas seulement de la responsabilité du Parlement actuel, c'est la responsabilité de toutes les composantes. Le thème parti. Oui, ma conclusion, ce sera alors pour dire que il faut certes la professionnalisation de la vie politique, des acteurs politiques, mais que lorsque ces derniers, les acteurs politiques, deviennent des professionnels de la chose politique, il ne faut pas seulement que ce soit pour se servir exclusivement, mais pour servir le peuple. Je vais dire ceci, je ne sais pas si c'est le mot de fin que vous me demandez. Tout à fait. Bien sûr, je vais citer une fois de plus Daniel Gazier qui disait que exister en politique, c'est marquer pour démarquer
et pour se faire remarquer. Et donc, exister en politique pour les partis politiques dans notre pays, le Bénin, ce sera donc exister idéologiquement pour se marquer, pour marquer leur position idéologique, pour se démarquer des autres formations merci politiques à vous, fidèles et pour se faire remarquer. Chers téléspectateurs, ce fut un instant d'échange. Dieudonné Lokosso, pour conclure. Non, moi je crois qu'il faut éviter l'exclusion. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Nous sommes tous des citoyens béninois et il est indécent d'exclure. Il est indécent d'entendre que d'autres sont en prison parce qu'ils ont émis des opinions contraires à ce qui se fait. Merci à vous, Dieudonné Lokosso. Une fois encore, merci pour la disponibilité. Et fidèle à Yénan, chers téléspectateurs, 100% Bénéon, on va s'en arrêter là. Le temps, oui, qu'est-ce qu'il file si vite, mais on n'a pas le choix. C'est la réalité par ici, il faut le respecter. Demain, c'est un autre jour. On s'évertuera à trouver le moment pour faire toujours des compléments à ce qui aura manqué. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Je vous fausse compagnie. Vous avez suivi cette belle citation que nous a présentée Fidèle à Yénan. Faites la vôtre, mais j'y ajouterai celle-ci de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Être libre, dit-il, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre, dit-il, d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Merci pour l'attention. À très bientôt.